Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence intitulée Reclassement, comment la PPR se passe pour les agents. PPR, période de préparation au reclassement, donc organisée par les éditions VK en partenariat avec la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale. Donc, comme d'habitude, cette webconférence est interactive, donc vous pouvez commencer à poser vos questions dès à présent. Donc, l'idée, c'est tout au long de cette webconférence, on essaiera d'en prendre le maximum. Donc, je vous présente nos trois intervenants, que je remercie déjà de leur présence sur place ou à distance. Donc, tout d'abord, Laurent Bezosi, vous êtes vice-président de la MNT et également président de l'Observatoire de la MNT sociale et territoriale. Auteur donc de l'étude dont on va pas mal parler durant cette webconférence. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Jérôme Grolot, donc sociologue consultant. Vous êtes auteur de la dernière étude de l'Observatoire de la MNT sur le reclassement et vous travaillez régulièrement avec l'Observatoire. C'est la 6e étude à laquelle vous participez. Observatoire, si je dis pas de bêtises, là, avec cette étude sur le reclassement, c'est la 32e étude. Et Christelle Lagache, donc bonjour. Vous êtes DRH de Neuilly-sur-Marne, donc en Seine-Saint-Denis, et c'est une commune moyenne de près de 39 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Bon, qui a une croissance démographique importante. Et Christelle Lagache, effectivement, nous donnera son retour d'expérience sur ce sujet du reclassement et spécifiquement sur le dispositif de la PPR qui teste, même pas qui teste, qu'ils ont mis en place depuis un certain temps avec déjà des résultats plus qu'encourageants. Donc, bon, je pense que si vous êtes inscrit à cette webconférence, vous connaissez le sujet, vous avez besoin de plus d'éléments. Donc, vous savez que ce sujet est, si ce n'est majeur, mais très important dans les collectivités. On sait que c'est un sujet complexe, compliqué. C'est ce qu'on dit aussi sur la PPR. Souvent, un sujet aussi peut avoir une certaine forme de compassion, de dénigrement. Donc, humainement, le sujet est complexe aussi à ce niveau-là. Et qu'il est aussi, c'est un sujet qui est assez onéreux pour les collectivités en termes financiers comme en termes humains. Donc, je rappelle juste que le dispositif de la PPR donc concerne les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Le cadre réglementaire est d'1 an maximum. On verra que des fois 1 an c'est un peu court. Et durant cette période, ce dispositif doit permettre d'accompagner la transition professionnelle des agents jusqu'à leur classement via des formations ou des stages d'immersion. Ça, si je peux dire, c'est le cadre, le principe, et après on va voir la mise en pratique. Donc on va, je vais pas dévoiler l'étude parce que vous allez le faire tous les deux, mais juste dire donc que cette étude s'intitule le reclassement vers une nouvelle culture. Donc, on va voir qu'elle se base sur de nombreux témoignages et qu'au-delà de faire des constats des fois négatifs, mais des constats aussi positifs, parce que l'idée, c'est de passer aussi un message positif, que des solutions existent, qu'il faut peut-être revoir cette question du reclassement et du dispositif, mais que voilà, des solutions peuvent exister. Je pense que c'est un des points importants de cette étude aussi, de passer ce message. Donc, avant de vous donner la parole, Laurent, peut-être une première question assez basique, mais le moyen pour nous de prendre un peu le pouls de l'assistance qui nous suit aujourd'hui. Jugez-vous, alors si je la passe, ça sera mieux. Voilà. Jugez-vous inquiétante la situation du reclassement dans votre collectivité? Donc oui ou non. Nous, ça nous permet de voir un peu votre ressenti sur le sujet. Donc, on va voir les résultats rapidement. Et Laurent, je vous demanderai une première réaction. En attendant d'avoir les chiffres, peut-être un mot sur l'Observatoire. Bon, l'Observatoire créé en 2019, comme je disais déjà, à son actif beaucoup d'études. Non, 2011. 2011, la création de l'Observatoire. C'est mon prédécesseur, Jean-René Moreau, qui a été président pendant une décennie. Et donc, 32e étude, cette étude sur le reclassement.
peut-être un mot quand même de pourquoi ce contexte. Choix pourquoi ce choix. En fait, l'an passé, donc nous avons décidé à l'Observatoire de conduire une série d'études-actions autour de la problématique de l'absentéisme. Nous ne pensions pas que l'actualité nous donnerait raison aussi vite et que ce sujet prendrait l'ampleur qu'il a pris avec le gouvernement démissionnaire. Mais simplement, on voulait le traiter. On pense que c'est un sujet complexe. Enfin, on est convaincu que c'est un sujet complexe, c'est un sujet multifactoriel et qui ne se traite pas avec des réponses simples. Sinon, pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Pourquoi n'a-t-on pas mis en œuvre ces solutions depuis des années? Et donc, on a voulu, peut-être sur une dizaine d'années, en tout cas, étudier facteur après facteur tout ce qui peut expliquer l'absentéisme et proposer des solutions. Et donc, l'an passé, on a publié une étude un peu socle, conduite par le conseil scientifique, donc sans auteurs, des auteurs collectifs, autour des grandes définitions. Alors d'ailleurs, on l'a même intitulé « Les absences dans la fonction ». Public, ça se voulait être très scientifique, 200 pages, une étude un peu fondatrice, et année après année, on va décliner donc un facteur de l'absentéisme. Alors, je ne sais pas le pourcentage de personnes qui vont vous répondre oui, mais nous, on a fait un sondage l'an passé avec l'Institut BVA, donc un sondage représentatif, auprès de plus de 500 acteurs dans les collectivités territoriales, décideurs, élus locaux, et DRH, alors décideurs, DGS, DRH, élus locaux et représentants du monde médico-social pour savoir quelles étaient les causes, quels étaient les facteurs explicatifs de l'absentéisme. Et 47% des DRH et des DGS interrogés expliquaient que le reclassement était pour eux dans leur collectivité un sujet prioritaire. Donc on voit que dans ce sondage représentatif, c'est à peu près 1 sur 2. On va voir quelle sera... Et vous avez été surpris parce que on se doutait que c'était un sujet effectivement très important, mais que ça soit que le chiffre soit aussi élevé. Alors, c'est plutôt un peu l'inverse. En fait, on pensait que le chiffre serait peut-être un peu plus important parce que dans les communes, c'est vraiment un sujet prégnant. Début de carrière, j'étais DGS d'une commune de 10 000 habitants, et le reclassement, c'était un vrai sujet dans la collectivité territoriale. Donc, on pensait qu'en termes de représentativité, comme le sondage était représentatif, peut-être que le sujet apparaîtrait plus que simplement pour un décideur sur 2. Voilà. Et vous aviez une ventilation selon le type de collectivité, justement de voir. Le sondage était représentatif, donc il prenait en compte effectivement le nombre de collectivités, le nombre d'agents par collectivité, les niveaux de strates. Voilà, donc le sondage était donc par exemple vous n'aviez qu'une région. D'accord. Oui. Là où vous aviez peut-être 100, 150 ou 200 communes. Alors, j'ai plus exactement en tête les critères du sondage représentatif, mais il était représentatif. Il n'était pas simplement une question formulée de façon générale. Il se voulait. J'ai le chiffre. Donc, je répète la question. Jugez-vous inquiétante la situation du reclassement dans votre collectivité? Oui, 80%. Ouais. C'est vrai que, comme on se disait un peu avant, on se doutait pour les gens qui se sont inscrits à cette webconférence que ça serait le cas, mais on se dit est-ce que ça sera juste 50%? Donc c'est vrai que c'est une grosse partie, disons. Oui, on le disait tout à l'heure, il y a un petit biais méthodologique puisque on peut présupposer que les personnes qui sont inscrites sont plutôt intéressées par le sujet. Bien sûr. Donc si elles sont intéressées, elles pensent. Mais il y a le terme inquiétant quand même. Voilà. Par contre, le terme inquiétant, effectivement, était plus fort que sujet prioritaire. C'est une question que nous avions posée. Alors, en réaction aussi à ce mini-sondage que l'on vient de faire, c'était également cité par les DGS et les DRH comme la 4e motif d'absence pour eux, et la 3e difficulté qui suivait les arrêts longs. Donc, la problématique spécifique des arrêts longs, ici également la problématique du reclassement. Voilà. Donc tout ça fait un peu écho et tout ça nous porte à croire qu'on ne s'est pas trompé à l'Observatoire, au Conseil scientifique, lorsqu'on a choisi de traiter ce sujet, qu'on a confié donc à Jérôme Grelot, comme vous l'avez dit. On est habitué à travailler avec Jérôme sur plusieurs études, et lorsqu'on l'a confié, c'est parce que aussi on avait comme retour le reclassement, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'était posé comme une fatalité, comme un fait. Et dans l'étude, ce que l'on a voulu mettre en avant, c'est que, c'est pas vrai.
il y a des reclassements qui fonctionnent. Et donc, on voulait aller à la rencontre d'agents qui ont eu un reclassement qui a fonctionné, qui a été pour eux l'opportunité d'une nouvelle carrière, l'opportunité d'un nouveau souffle, et qui finalement a fait que, alors que c'est une difficulté à la base, ils ont transformé ça en opportunité, opportunité de carrière, et on a voulu montrer aussi que c'était une opportunité à la fois personnelle, mais aussi une opportunité de changement, peut-être que Christelle en parlera, mais de changement également dans l'organisation complète de la collectivité. On parle beaucoup aujourd'hui d'inclusion, de structure inclusive, mais je crois que derrière ces mots, il faut aussi de l'incarnation. Et lorsque les reclassements sont réussis, quelque part, c'est bien la preuve que l'organisation s'intéresse à la totalité des agents, y compris les agents qui éprouvent à un moment donné, là c'est Jérôme qui va en parler, c'est un moment très particulier pour les agents quand ils rentrent dans cette phase de reclassement. Ce n'est pas qu'un problème financier, ce n'est pas qu'un problème pour les collectivités, c'est vrai, mais c'est aussi un problème personnel pour l'agent. Et donc toute l'étude et toute... D'où l'importance de l'accompagnement. D'où l'importance de l'accompagnement. Et je crois que tout le sel de cette étude, c'est de proposer une nouvelle culture, c'est-à-dire changer de regard sur le reclassement, sur les personnes en situation de reclassement, et pour changer de modèle. Voilà. Et alors que c'est un sujet qui pourrait paraître un petit peu lourd, puisque évidemment, qui dit reclassement dit maladie, pathologie professionnelle, enfin des moments extrêmement difficiles, et Jérôme, dans son étude, l'a bien décortiqué. On veut en faire quelque chose de positif. Et également proposer du concret, c'est-à-dire montrer que le reclassement, ça peut marcher. Comment? Quelles sont les conditions pour que cela fonctionne? Mais pour cela, il faut vraiment qu'on change complètement de regard sur ce phénomène. Et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant dans l'étude, c'est pas juste une pétition de principe, c'est vraiment mais c'est la richesse de tous ces témoignages et de récits de reclassement, de PPR réussis. Alors tous les exemples, c'est pas des réussites, mais ça permet, comme vous disiez, des fois on minimise certains sujets. Là, c'est l'inverse. Il y a un tableau souvent très très sombre. Rien que le terme de reclassement, bon, on voit souvent, il y a des fois une mine un peu. Le sujet est indéniablement douloureux. Douloureux pour tout le monde. Douloureux pour l'organisation, douloureux pour la personne. Mais c'est aussi la plus-value de ces études de l'Observatoire qui, je crois, sont appréciées dans toutes les collectivités territoriales. Je crois qu'il n'y a que l'Observatoire MNT sur le champ territorial qui est capable d'offrir ce type d'études. C'est qu'elles sont à la fois assez conceptuelles, Jérôme est un conceptuel, mais elles sont aussi très pratiques, c'est-à-dire qu'elles sont illustrées, elles sont, il y a du vécu. Les collectivités qui veulent s'inspirer de ces études ont le cadre, le support conceptuel mais elles ont également la méthodologie à mettre en œuvre si elles souhaitent effectivement s'inscrire dans ce process. Et donc c'est à la fois des études de conviction et des études également pratiques, de mise en œuvre pratique. Et celle-ci n'y échappe pas, puisqu'en fait elle se décline autour de 5 grandes parties. La première, c'est autour de l'agent, comprendre le vécu de cet agent. Dans quelle situation il est, changer un peu le regard sur le reclassement. Le reclassement, c'est avant tout une situation difficile vécue par un agent. Également, étudier au travers de ces 6 cas de reclassement réussi, et on remercie les personnes qui ont témoigné, de façon anonyme bien sûr, qui ont accepté de nous donner un peu de leur temps, les ressorts d'un parcours réussi. Et puis donc à partir de là, en tirer les pistes d'amélioration, notamment de l'existant. Vous avez parlé de la PPR. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres dispositifs, mais voir comment on pourrait les améliorer. On va pas de zéro à la matière. Et puis aussi, essayer de trouver des alternatives au reclassement. Un bon reclassement, c'est un reclassement qui n'a pas lieu. C'est-à-dire c'est un reclassement qui n'arrive pas. C'est une maladie professionnelle qui n'arrive pas. Or, au départ, je vous ai dit, il y a derrière le reclassement un sentiment de fatalité. C'est pas de chance. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Dans l'étude, vous verrez que métier par métier, c'est la Fédération des centres de gestion qui l'a décrit dans une étude assez récente. Métier par métier, on sait combien de temps après la signature du contrat, ou combien de temps après
la titularisation de l'agent, il va être dans une situation de reclassement. Et bien donc, et c'est de l'ordre de la décennie en moyenne. Alors c'est variable de métier à métier. Et bien il faut l'anticiper. Il faut prévenir. Il faut éviter d'arriver dans cette situation-là de reclassement. Donc c'est tout le reclassement sauf... Ça, c'est un des messages forts de l'étude. Oui, c'est tout sauf une fatalité. C'est prévisible. Dans les métiers, c'est prévisible qu'au bout de quelques années, et au bout d'un nombre d'années prévues, il va y avoir cette problématique du reclassement qui va se poser. Donc, c'est pas une fatalité. Donc, les alternatives au reclassement, donc évidemment, ça fait écho à la prévention essentiellement, mais aussi à des dispositifs spécifiques qu'on peut mettre en place au regard de la spécificité des métiers qui sont fléchés reclassement quelque part. C'est un peu ça, quand même, l'idée. Et puis, on finira cette étude par des exemples concrets. Donc là, on en ajoutera un avec la ville de Neuilly-sur-Marne et notre collègue. Sinon, on a décrypté dans cette étude 2 exemples concrets. Un de la ville de Lille, parce que, en fait, elle avait comme intérêt d'embarquer, on parlait de portage, mais d'embarquer tous les services très portés par la maire et ses équipes. Et puis, Toulouse Métropole, qui a lancé un vaste chantier, en fait, pour essayer de concilier le travail d'un côté et la maladie chronique de l'autre. Donc ces 2 exemples sont particulièrement illustrés dans cette étude. Voilà, on est très fiers de cette étude. On remercie Jérôme. Moi, je remercie aussi tout le conseil scientifique, parce que l'observatoire, c'est bien sûr une mutuelle, mais c'est surtout un conseil scientifique avec des gens de très grande valeur qui représentent quasiment tous les corps de la fonction publique territoriale, mais aussi les employeurs territoriaux qui se réunissent souvent, qui relisent toutes les études, qui passent à la question. Jérôme en a fait plusieurs fois l'expérience, mais qui passe à la question. Les auteurs qui réorientent les études, qui les corrigent. Et vraiment, voilà, c'est un travail... L'Observatoire, c'est avant tout un travail collectif, en toute indépendance. Vraiment, je suis le seul représentant de la mutuelle au sein de ce conseil S-Qualité. Tous mes autres collègues qui sont présents représentent des associations professionnelles d'agents territoriaux ou bien des employeurs territoriaux. Et vraiment, je profite de ces webconférences pour les remercier pour leur accompagnement, pour tout le travail qu'ils ont fait et de permettre à ces études à chaque fois d'être à visée très professionnelle et très opérationnelle. Voilà. Et c'est vraiment, je crois, le seul observatoire en tout cas que je connaisse, en tout cas sur le champ territorial, j'en suis sûr, qui permette d'offrir cette telle expertise aux collectivités territoriales. Peut-être ma collègue me démentira, mais je sais que certains DRH ont dans leur bureau la collection complète de la trentaine d'études de l'Observatoire. Juste un petit mot, elle sera disponible en janvier et vous pouvez bien sûr la commander si vous voulez la version papier, vous l'avez en PDF, mais si vous voulez la version papier, vous pouvez la commander directement via le site de l'Observatoire MNT et nous vous les expédierons. D'accord. Merci beaucoup, Laurent. Alors là, c'est vrai que ça démarre très fort. On a beaucoup de questions. Donc, sans vous mettre la pression, je vais vous demander qu'on avance, parce que l'idée, c'est de pouvoir pas mal répondre, pas à toutes, mais quand même à un certain nombre. Donc, Jérôme Grelot, mini réaction sur notre sondage. Bon, c'est vrai que, comme disait Laurent, c'est un peu biaisé, voire beaucoup biaisé, mais effectivement, 80%, c'est quand même un chiffre assez élevé qui doit pas totalement vous surprendre, au-delà du fait des gens qui se sont inscrits à cette webconférence, mais que c'est un sujet important dans les collectivités parce que c'est vrai que le mot inquiétant est quand même pas innocent, donc c'est pas une totale surprise, j'imagine, pour vous. Non, c'est pas une surprise. C'est un sujet, quoi. Voilà, c'est un gros sujet. Et je trouve que c'est d'autant plus un gros sujet que ça fait partie de. En fait, comment dire, ce dispositif-là, une aptitude de reclassement, c'est partie de la culture de la fonction publique territoriale comme de la fonction publique en général. C'est-à-dire que c'est un dispositif de référence, même si on n'est pas touché ou impacté soi-même. On sait que ça existe. Et il imprègne la culture, quoi, d'une certaine façon. Et dès qu'il y a un impact sur, les capacités professionnelles d'une personne, on a ça en tête, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, voilà, il est présent à l'esprit, il façonne les pratiques. Voilà, donc c'est un dispositif avec une portée institutionnelle extrêmement forte.
Donc rien d'étonnant à cela. Et puis après, il y a le nombre de gens qui sont concernés aussi, qui est quand même pas négligeable, même si les chiffres, c'est pas très très clair sur cette histoire-là, mais enfin, on est sur quelque chose de l'ordre de 50 000 personnes, une aptitude reclassement, hein. Bon, ça vient de la Fédération nationale des CDG, là aussi on a quelques chiffres. Donc voilà, c'est normal que ça réagisse, quoi. C'est une figure importante, vous voyez ce que je veux dire, enfin, dans les perceptions, dans les raisonnements, dans les perspectives d'avenir, dans les discours, parce que dans les équipes, il y a aussi des agents reclassés avec tous les regards positifs, négatifs qu'on peut avoir dessus. Donc voilà, quoi, c'est un objet important et un dispositif marquant dans la culture des organisations territoriales. Sur l'étude que vous avez réalisée, justement, alors je sais qu'elle est pas forcément représentative, mais quand même ça vous donne un très très bon aperçu. Justement, comment vous ressentez un peu vous venez de répondre en partie, mais l'état des lieux du reclassement et de la PPR dans les collectivités. La PPR, c'est une grande nouveauté là pour le coup. Enfin, je veux dire là, il y a quelque chose qui s'est ouvert sur cet aspect réglementaire en tout cas. Voilà, on a créé une sorte de SAS, de SAS temporel, quoi, un SAS de transition, alors qu'on était quand même dans des cas de figure auparavant où c'était bing inaptitude et bing il faut reclasser, quoi. Enfin, il n'y avait aucun travail possible, aucun accompagnement possible. Donc ça a été quand même d'une grande une grande nouveauté. On reviendra dessus. Après, dans l'état des lieux, il y a ce qu'évoquait Laurent, c'est-à-dire que c'est un reclassement égale problème. Moi, à chaque fois que j'en parle d'autres gens, mais de l'univers territorial, je dis je fais une étude sur le reclassement, les gens font une tête, mais on sent le problème sur leur visage, si vous voulez. C'est-à-dire que le reclassement est synonyme de problème. Donc, on voit bien qu'il y a une charge négative extrêmement forte. Et puis, je pense que l'inquiétude, elle est liée aussi aux perspectives à venir. C'est-à-dire qu'il y a une dimension prospective dans cette affaire-là. C'est que, la population vieillit. 2, on sait qu'on a quand même des métiers extrêmement exposés. 3, il y a l'âge de la retraite qui recule. 4, il y a l'intensification du travail qui continue à s'accentuer et produit tout un tas de troubles. Et donc, évidemment, la question prend aussi, d'une certaine façon, même si elle est traditionnelle, elle prend aussi une actualité importante. Et je pense qu'un des enjeux, enfin moi c'est comme ça que j'ai pris aussi l'étude, hein, c'est-à-dire à la fois c'est bien de comprendre ce que les gens comprennent aussi ce que c'est qu'un reclassement réussi, mais c'est aussi offrir des alternatives, parce qu'on peut pas en rester avec ce dispositif-là, quoi. Enfin, je veux dire, il va saturer, il est extrêmement lourd, il est extrêmement complexe, donc tout l'enjeu c'est de faire une bascule, c'est-à-dire que ce soit plus la référence, qui devienne résiduelle d'une certaine façon, mais résiduelle au regard de tout un tas d'autres dispositifs d'action qu'il est possible de mettre en place. Je me souviens quand on avait échangé, et j'ai vu que l'expression est ici dans l'étude, vous parlez parce que c'est un mot assez fort quand même, une expression plutôt, une pente structurelle dangereuse. Oui. Ça m'a frappé ce terme. Je crois qu'il est assez explicite pour le coup. Je veux dire, on voit bien un peu ce qui se passe. C'était un des enjeux de l'étude quand on parle de changer de regard. Changer de regard, en premier lieu, c'est changer de regard sur ce que vivent les gens qui sont reclassés. Et cette évolution comme ça, de cette représentation qu'on peut avoir de ce qu'ils vivent, c'est, à mes yeux en tout cas, c'est prendre toute la mesure de la dangerosité du parcours. Alors quand je parle de dangerosité et que je parle de parcours et que je parle de pente structurellement dangereuse, c'est d'abord le parcours il est long. Parce que, quand on a la vision administrative des choses, on prend les choses de déclaration d'inaptitude, reclassement, grosso modo. Mais quand moi je discute avec les gens, il se passe plein de choses avant, c'est-à-dire qu'il y a eu plein d'arrêts de travail souvent avant, donc ce sont des parcours extrêmement longs, et puis l'intégration après, elle est aussi extrêmement longue, donc déjà très long. Et 2, si je parle de pente structurelle, il y a 2 éléments qui jouent fortement dans cette affaire-là, et qui font couple d'une certaine façon, qui sont 1, arrêt de travail et succession d'arrêt de travail, et 2, la maladie. Alors, la maladie, ça va toucher énormément de choses du côté de l'intime de soi, de la fragilisation de soi, je vais détailler un tout petit peu. Et puis l'arrêt de travail, c'est tout le côté de désinsertion sociale qu'il peut y avoir. C'est pas simplement la désinsertion professionnelle, c'est la désinsertion sociale.
ce qu'il faut bien, c'est pour ça que c'est structurel. Je veux dire, c'est comme ça. L'arrêt, il en faut bien parce qu'il faut bien que les gens se soignent, ok. Et puis la maladie, elle est là. Mais les deux couplets, ils produisent des effets en chaîne, en spirale d'une certaine façon, qui touche le plus intime jusqu'au plus social et qui touche l'ensemble des sphères de vie de la personne. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, voilà, le parcours, et notamment avant la prise en charge réelle du reclassement, mais le parcours avant, il produit quoi? Il produit, vous êtes, voilà, votre intégrité d'une certaine façon est affectée, quoi. Vous êtes modifié par la maladie, vous venez un peu d'une certaine façon des fois étranger à vous-même, parce qu'on se retrouve plus tout à fait parce que l'on est devenu, parce qu'il y a des modifications. Deux, vous perdez une grande partie de vos capacités d'action, mais pas simplement les capacités d'action professionnelles, c'est les capacités d'action aussi dans votre vie courante, quoi. Sortir, faire le ménage, faire les courses, enfin, bref, il y a tout un tas d'actes de la vie qui sont complètement réduits. Trois, vous pouvez plus vous projeter. Grosso modo, c'est très frappant. Hein, enfin, quand je discutais comme ça avec les interviewés, c'est que en fait, on a tous du mal à se projeter parce que le monde est incertain. Mais la difficulté pour les agents dans ces parcours-là, c'est pas ça. C'est que, comment dire, l'avenir est irreprésentable. C'est un immense point d'interrogation. Enfin, c'est une sorte de grand vide. 4, vous perdez la main sur tout un tas de choses. Okay, parce que votre vie elle est rythmée par les étapes, les rendez-vous, les médecins qui font les analyses, qui prennent des décisions, l'organisation. C'est comme si votre vie a été prise en charge par les institutions qui décident un peu, d'une certaine façon, à votre place. Donc vous êtes complètement désubjectivé, quoi, d'une certaine façon. Vous n'avez plus la main sur les choses. Hein, voilà. Bon, plus la désactivation, je travaille plus, plus l'isolement, dont on parle souvent, mais qui n'est pas simplement l'isolement au sens je suis simplement chez moi, mais vous savez, l'isolement, c'est aussi quand vous êtes plus sollicité, c'est-à-dire que plus personne ne compte sur vous d'une certaine façon en vous sollicitant. Bon, bref, tout cet ensemble-là qui touche tout un ensemble de sphères, parce que les impacts sur la vie familiale, tous les impacts sur la vie économique, c'est énorme en fait. C'est énorme. Il y a des effets de rebond, en plus c'est d'articulation entre tous ces éléments-là. Mais au-delà au cœur de l'épreuve, juste pardon, je termine, au cœur de l'épreuve, la menace que les gens ressentent, c'est la menace d'un effondrement. Voilà. On est loin de simplement j'ai perdu confiance ou je suis isolé. Non, la menace, c'est une menace d'effondrement. Il n'arrête pas de dire ça. Comment faire pour ne pas chuter, pour ne pas tomber, pour ne pas s'enliser, etc., etc., etc. Mais il lutte contre ça. Face à ce constat, bon, qui est quand même très 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 fort et très sombre, mais réaliste, ça prouve qu'effectivement il faut. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure Laurent, l'importance de l'anticipation et qu'effectivement on n'arrive pas à cette situation extrême, et j'ai envie de dire même pas pour tous heureusement, mais pour un certain nombre où il est quasiment déjà trop tard, disons, d'arriver vraiment à intervenir plus tôt. Même quand je dis tôt, c'est extrêmement tôt, dès le début. Oui. Et ça parce que là les questions continuent à tomber, et ça rejoint un peu cette idée-là. Faut-il impérativement être jugé inapte à son poste par la médecine du travail pour être en reclassement? Alors là, vous allez. La question, elle va direct sur une des propositions qui est formulée dans l'étude, c'est-à-dire que dans les stratégies d'anticipation, il y a une des modalités importantes qui pourrait être celle de la reconversion anticipée. Voilà, qui consisterait à pouvoir cibler. D'abord, agir de manière ciblée sur les publics qu'on a évoqués, que Laurent Bézosier évoquait tout à l'heure. On a une connaissance très précise des métiers qui sont les plus exposés. On sait quand ça va commencer à être très difficile pour eux. Donc, il y a une connaissance. Enfin, on n'est pas dans l'incertain, là, pour le coup. On est vraiment dans le certain. Donc, il y a de l'action ciblée qui doit être engagée, pardon. Et une des manières de reconvertir et d'anticiper, ça serait de pouvoir ouvrir, d'une certaine façon, la période préparatoire au reclassement avant l'inaptitude.
Ok, pour avoir... Excusez-moi, j'ai une autre voix qui me parle dans les oreilles, donc je suis très non, mais il y a eu... c'est terminé, je suis désolé, il y a il y a eu un petit incident technique, si on peut dire, mais minuscule, donc tout est réglé. Donc l'idée vraiment de... Voilà, ok, il y a la PPR, mais qui nécessite aujourd'hui déclaration d'inaptitude. En fait, il faudrait tout simplement ouvrir la PPR, non pas à ceux qui déclarent l'inaptitude, mais ceux qui se exposaient à l'inaptitude. En fait, c'est déplacer l'ouverture au risque, et non pas simplement quand le risque s'avère est ouvert et posé. Ça serait un sacré changement pour le coup, mais je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant, parce que le dispositif PPR est intéressant. Il produit des effets intéressants, parce qu'il permet de travailler sur soi, il permet de prendre conscience des réalités professionnelles, etc. Je ne rentre pas dans le détail pour l'instant. S'il arrive à réussir, si le dispositif PPR parvient à réussir par rapport à des cas que j'ai exposés tout à l'heure, qui étaient vraiment dans des situations extrêmement difficiles, c'est-à-dire qui étaient dans des pentes assez accentuées. Ok, ça veut dire qu'il a une positivité, enfin je veux dire, il a une productivité et une efficacité quand il est bien mené. Et alors soit c'est à la fois le dispositif en lui-même, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de la formation, le fait qu'il y ait des stages d'immersion, etc. Ça c'est le dispositif formel d'une certaine façon. Mais le truc essentiel derrière, c'est le boulot des psys et de ceux qui l'accompagnent, quoi. Enfin, je veux dire, le véritable ressort, en fait, d'un accompagnement réussi, d'une PPR réussie, c'est tout ce travail à la fois d'écoute, de laisser la personne au moins exprimer ses désirs, ses aspirations, raconter son histoire, faire un travail sur soi, etc., etc., etc. Et puis travailler aussi sur des dimensions plus objectives qui sont, okay, à quel poste je peux accéder, parce qu'il y a un principe de réalité, mais il y a tout un jeu complexe et très subtil, en fait, par rapport à ça, qui consiste à travailler à la fois sur soi et sur sa situation professionnelle, et entre ces deux-là, j'ai envie de dire, de dessiner, de produire une sorte de cheminement. Je veux dire, la PPR, c'est avant tout un cheminement de la personne. C'est pas t'es comme ça, t'es machin, et puis tu vas aller là. Non, il y a un travail qui se fait. Et ça, c'est le boulot de ceux qui accompagnent. Et quand ils le font personnalisé. Vous me disiez qu'effectivement, le point de départ de la PPR, c'est quand même quelque chose qui doit être du sur-mesure. Et peut-être que des fois, cette dimension-là manque, parce que la situation d'une personne est évidemment pas la même que celle d'une autre, et on peut pas calquer comme ça. Bon, ça, on en parlera aussi avec Christelle Lagache. Mais il y a un enjeu, par exemple, derrière cette histoire d'adaptation, de s'adapter à la singularité de la personne. Par exemple, c'est le délai de la PPR. Moi, je m'interroge sur le délai de la PPR. Il y a une des propositions qui est faite, c'est un délai d'1 an. Alors, il y a quelques possibilités à la marge. On peut démarrer un tout petit peu avant et puis reprendre un tout petit peu après. Mais s'il est véritablement sur mesure, il est évident que le temps ne peut pas être le même pour chacune des personnes. Donc, tout simplement, c'est un cheminement, puisque c'est un processus. Et ce processus-là, il peut pas avoir un temps prédéfini à l'avance, quoi. Il y en a pour qui ça va être long, il y en a pour qui ça va être difficile, et puis il y en a pour qui c'est pas possible non plus. Et c'est une de vos propositions. C'est une de vos propositions justement qui est déjà plus de souplesse sur le dispositif et la durée, de ne pas avoir ce coup près d'1 an, effectivement que ça puisse être plus long pour s'adapter à la situation de certaines personnes. Pour certaines personnes, 1 an c'est suffisant, même peut-être même moins, mais que pour d'autres il faut peut-être 1 an et demi, 2 ans. Je ne sais pas, qu'il y ait cette souplesse-là, qu'on revienne à cette notion un peu de sur-mesure. Pour revenir sur les recommandations justement de votre étude, c'est vrai que vous plaidez pour un changement de modèle avec toute une série de recommandations. Donc c'est là où effectivement, c'est pas simplement quelques préconisations. C'est vraiment pas de faire de faire table rase. Alors elle fait pas de table rase parce que on va en parler, mais on est à la fois sur de l'amélioration des dispositifs existants, type PPR, de parler, mais aussi de propositions de nouveaux dispositifs. Et juste pour rebondir, il faut effectivement s'adapter à la personne. Ça, c'est pour le curatif, c'est-à-dire au moment où on est dans la PPR. Par contre, pour le préventif, là, c'est métier par métier. En fait, la grande nouveauté de cette étude, c'est de dire profession par profession, en fait, il y a des dispositifs de prévention à mettre en œuvre pour ne pas avoir justement à devoir faire un reclassement subi.
reclassement, félicité, mais en tout cas subi. Voilà. Et donc à la fois c'est à la personne et à la fois par typologie d'activité professionnelle, puisqu'on sait par avance les activités professionnelles qui vont donner lieu à parcours de reclassement au bout de 6 à 15 ans, en quelque sorte. Oui, c'est ce qu'on disait. Là, il y a c'est quasiment au début, il faut, quasiment au début de la carrière de l'agent. Dans l'étude, objectivement, il y a des choses qu'on sait, comme vous disiez sur. Et dans l'étude, vous trouverez plein d'outils. Vous pouvez en dire quelques-uns, mais vous aviez à côté de l'évaluation annuelle, moi j'en ai retenu quelques-uns, à côté de l'évaluation annuelle traditionnelle que l'on a, peut-être pour ces métiers, il faut aussi une évaluation sur les pratiques professionnelles et la prévention justement des risques professionnels. Mais il y en a d'autres, Jérôme, je vous laisse les présenter. L'enjeu central, c'est l'anticipation, ça c'est clair. Enfin, si on veut avoir une attitude, une posture stratégique, anticiper, c'est avoir une posture stratégique. Pour l'instant, on est dans l'administratif, c'est-à-dire, ok, quoi, voilà, la personne devient une bing, on fait ça, on se moule dans un schéma administratif. Si on veut adopter une posture stratégique, c'est d'anticiper, c'est essayer de désamorcer les processus. Désamorcer les processus, c'est faire des actions de prévention. Faire des actions de prévention aujourd'hui, c'est pas simplement faire la journée de sensibilisation sur les facteurs psychosociaux de risque, c'est prendre un peu plus de temps avec des équipes sur des métiers ciblés dont on sait que ce sont les plus exposés, faire un travail collectif d'analyse des situations professionnelles et de transformation de ces situations professionnelles. C'est pas le même format, c'est pas le même budget, bon, mais au lieu de sensibiliser tout le monde, on se cible là où il faut, et en plus de ça, ça fait des actions managériales qui sont plutôt intéressantes. Donc tout le monde y gagne, et en plus les résultats sont extrêmement forts. Enfin, je veux dire, j'ai suivi une expérimentation sur Tarbes auprès des ATSEM avec une action en profondeur. On analyse les situations, on se filme, on filme les situations, on les analyse ensemble, on fait des propositions, et puis comme il y a un portage de la direction derrière, ça suit derrière dans l'achat de matériel, dans l'organisation du travail, etc. C'est là que ça se joue si on veut vraiment produire des effets durables et des effets en profondeur. Donc, prévention, à la fois du côté des TMS comme du côté de la question psychosociale, et puis cet axe-là, qui est celui de la reconversion que j'évoquais tout à l'heure, mais qui doit s'anticiper, elle aussi. C'est-à-dire, dès le premier rendez-vous, dès le premier entretien de recrutement, attention mon gars, le boulot que tu vas faire là, dans 10 ans, tu pourras peut-être ne plus le faire. Okay. Et on suit médicalement, et on suit managérialement, et puis au bout de 3-4 ans, on fait un rendez-vous carrière pour commencer déjà à se poser la question de, poser la question dans la tête de la personne, j'ai envie de dire, et commencer à faire travailler cette question-là de ça sera quoi l'après. Et puis après, passer éventuellement à ce que j'évoquais tout à l'heure, une sorte de PPR ouverte avant l'heure, et d'ailleurs qu'il faudrait peut-être appeler une période préparatoire à la reconversion plutôt qu'au reclassement. Je n'en peux plus de ce terme de reclassement. Écoutez, ce terme de reclassement, c'est une... Il faut le changer. Ok, attendez, on est dans un truc de case, enfin, c'est plus possible, quoi. Et en plus, je suis reclassé, alors que je me reconvertis. En fait, la position de la personne n'est pas du tout la même. Donc, il faut appeler ça la période préparatoire à la reconversion, parce que dans les faits, c'est ça, en fait. C'est de la reconversion, mais dans laquelle la personne est active. Et puis, c'est une idée de parcours, on n'est plus dans les cases, quoi. Enfin, il faut recaser. Enfin, c'est terrible, ça. Merci, Jérôme. Oui, mais parce que le sujet vous tient à cœur. Il faut qu'on avance parce que les questions continuent à tomber. Alors, on a une seconde question. Là, je vais un peu vite en besogne. Là, j'ai besoin d'aide parce que j'ai perdu. Je suis vraiment pas doué. Hein. Voilà. Deuxième question sondage. Disposez-vous des moyens suffisants pour votre politique de reclassement et la mise en place de la PPR? On a une petite idée ici de la réponse, mais c'est de voir un peu, d'avoir un chiffre pour un peu la quantifier par rapport à vous qui nous suivez. Alors, dans toutes les questions, ça va être une bonne introduction pour donner la parole à Christelle Lagache. On me pose comme question, allons-nous évoquer la mise en œuvre concrète des mesures liées à la PPR? On l'a fait un peu avec Jérôme Grelot, quand même, et les facteurs clés d'un reclassement réussi. Alors, je vais pas idéaliser ce qui s'est passé chez vous, mais quand même, là, sur le bilan de la première année de 2023,
vous me disiez que vous avez eu 5 reclassements, et quand même j'ai envie de dire, de belles histoires, de belles réussites. Donc il y a des choses possibles. Je vois Jérôme Grelot qui sourit, parce que effectivement ça va sûrement faire écho avec certains témoignages de l'enquête. Donc je vous donne la parole peut-être par rapport à cette question, et justement en l'illustrant par rapport à votre expérience sur Neuilly-sur-Marne. Oui, alors je vous apporte un modeste témoignage, parce qu'on est au début. Il est très intéressant. Au début de ces démarches-là, on s'est vraiment emparé du dispositif de la PPR fin 2022, début 2023. On a du coup un petit bilan là au bout de 2 ans. La première année, donc en 2023, on avait 5 agents qui étaient en PPR. Sur les 5, on a réussi à en reconvertir 3 qui ont réussi à du coup trouver des postes administratifs, hein, pour la plupart, sauf une qui a pris un poste en animation. Et puis en 2024, on est sur un petit peu moins de 10 agents concernés, et des pistes sérieuses pour 3-4 d'entre eux, sur toujours principalement des postes administratifs. La plupart des agents concernés, hein, par les situations de reclassement sont des agents qui sont issus soit du soin à domicile, soit de l'animation, et des ATSEM, et assez peu des services techniques finalement. Enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est plutôt marginal par rapport au... Et où l'usure professionnelle est très importante, connue, ce qui est pas surprenant. Bon, oui. Et peut-être en amont, et ça c'est vrai qu'on l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais c'est un facteur aussi qui est très important, c'est le portage. Vous me disiez, et je pense que malheureusement c'est pas souvent le cas, que c'est un sujet qui tient à cœur à votre maire. Donc ce portage politique et le portage aussi administratif, c'est très important que le DGS de la collectivité le soutienne, et au moins qu'il ait ce rôle de transversaliser le sujet, parce que c'est pas qu'un sujet de la DRH. Il faut que tous les services aussi jouent le jeu, ou si ce n'est tous, mais parce qu'on sait que c'est compliqué, mais au moins un certain nombre, qu'on tombe pas toujours sur le même service où on va reclasser des agents, disons. Donc en amont, ce portage-là aussi est important. On a la chance d'évoluer dans une collectivité dans laquelle la culture de la mobilité interne était déjà installée. C'est-à-dire que bien avant qu'on démarre sur le dispositif de PPR, il y avait l'organisation d'immersion au sein de services pour des agents qui choisissaient de bouger. C'était pas forcément dans le cadre d'une mobilité imposée. Et donc il y a cette culture qui existe et qui nous aide beaucoup. Et puis effectivement, on nous a donné les moyens en DRH de mettre en place un suivi personnalisé des agents. On a recruté un chargé de mission santé, qualité de vie au travail. On a recruté également un conseiller en prévention qui anime une fois par mois une cellule reclassement où on revoit chaque mois la situation de l'ensemble des agents qui sont soit en PPR, soit des agents pour lesquels on sent que il y a de longs arrêts et qu'ils pour lesquels on finira par solliciter une inaptitude à leur fonction. Et d'ailleurs, dès lors que l'on saisit le conseil médical, on demande aux agents qui le souhaitent, puisqu'on peut pas leur imposer, mais de solliciter parallèlement le démarrage de la PPR, ce qui permet de gagner une année, puisque malheureusement le conseil médical met beaucoup de temps à se prononcer sur les inaptitudes, et ça laisse des agents pendant plusieurs mois dans l'incertitude. Donc plutôt que de les laisser comme ça chez eux, on a décidé pour ceux qui sont volontaires, de les inscrire tout de suite dans le dispositif de PPR.
Et puis, ils bénéficient tous d'un suivi trimestriel. C'est-à-dire qu'au moment où ils rentrent en PPR, on fait un petit point avec eux sur leur parcours, sur leurs aspirations. Parfois, il faut repréciser les enjeux parce qu'il y a certains agents qui ont des projets qui sont pas toujours complètement réalistes. Donc, notre job, c'est aussi de les ramener à la réalité et puis de leur proposer un parcours qui soit un peu raisonnable. Et puis, tout au long du parcours de PPR, on s'organise pour qu'il y ait des immersions tous les 3 mois au début en parallèle de la formation, et en fonction des projets de chaque agent. Des immersions au départ sur des postes qui sont pourvus pour que les agents ne soient pas laissés livrer à eux-mêmes et qu'ils soient accompagnés. Et puis on essaie sur la dernière immersion, donc au bout de 12 mois, de leur proposer une affectation sur un poste qui sera potentiellement vacant pour que, in fine, on puisse les affecter sur ce poste-là. Justement, à propos de l'immersion, est-ce que les services, alors sans que ça soit tous les services, mais est-ce que progressivement vous sentez une amélioration du nombre de services qui jouent le jeu, Oui, il y a de plus en plus de services qui jouent le jeu parce qu'ils voient que, au fur et à mesure que les reclassements fonctionnent, on voit que c'est possible et du coup, on est un peu plus ouvert à accueillir des agents qui sont pas toujours opérationnels immédiatement parce qu'ils ont besoin d'acquérir un certain nombre de compétences. Par contre, ils ont l'avantage de connaître la collectivité et puis on a l'avantage de les connaître aussi. Et puis parce que c'est aussi quelque chose qui est porté par la direction générale et par les élus. C'est notamment l'accueil d'immersion et le tutorat. C'est notamment des critères qui entrent en jeu dans l'attribution du complément indemnitaire annuel. J'allais vous en parler parce que je pense que c'est pas fréquent. Je trouve que cette originalité-là est intéressante. Oui, ça encourage un peu et puis ça met l'accent sur la nécessité d'accueillir des collègues qui sont en difficulté, qui ont besoin de se reconvertir et ça peut nous arriver à tous, donc c'est important qu'on en prenne tous conscience. Ouais. Je reviens sur la question de moyens, sur la question de sondage qu'on a posée. On voyait, alors je sais pas, mais vous avez quand même un certain nombre de moyens, et parce qu'il y a effectivement, on revient sur cette notion de portage qui est importante pour que des moyens soient accordés. Et bon, on se doutait que vous alliez pas nous répondre oui à 90%. Il y a trop de moyens en boutade, mais on est sur la même proportion que tout à l'heure. Les réponses oui, c'est 19%, non 81%. Donc pareil, c'est pas une surprise, mais c'est peut-être l'ampleur qui quand même qui frappante. Je sais pas, Laurent, une petite réaction à ce chiffre. Oui, alors oui, les moyens sont insuffisants, mais dans l'étude, on montre que tout n'est pas forcément lié aux moyens. C'est un état d'esprit aussi. L'a dit, voilà, c'est une volonté, c'est un état d'esprit. Dans beaucoup d'études de l'Observatoire, on met en évidence que lorsque une organisation, une société, on peut juger une organisation ou une société à la façon dont elle s'occupe de ses plus faibles, quelque part, que ce soit les personnes âgées ou là les personnes en situation de devoir se reconvertir, et donc ça, c'est pas vraiment une question de moyens. Alors oui, les moyens sont insuffisants, tout le monde est d'accord, mais il y a aussi une perception, c'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup de moyens sur une politique particulière et ne pas donner les effets escomptés. Donc il faut les moyens, mais il faut aussi la conviction que on peut faire quelque chose, et c'est un peu le cas de Neuilly-sur-Marne. C'est le cas de Neuilly, c'est ce qu'on montre dans l'étude, et montrer aussi, moi j'aime bien cette idée, le reclassement c'est passif, c'est tous les autres qui s'occupent de vous, on s'occupe de vous reclasser, alors que la reconversion c'est dynamique, c'est la personne elle-même, et je crois qu'on n'arrive pas à des solutions efficaces si il n'y a pas une volonté aussi partagée
La reconversion, c'est du 50-50. 50% la collectivité qui met les moyens nécessaires, qui porte le sujet au meilleur niveau, qui fait en sorte que tous les services participent effectivement pour les stages d'immersion, par exemple. Mais c'est aussi la personne elle-même qui veut se reconvertir. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien. Ce sont de belles histoires. Parce que c'est des histoires qui touchent effectivement des personnes qui sont dans des situations difficiles, Jérôme l'a dit, sur une pente. C'est-à-dire que tout vous échappe à ce moment-là. Et quand ça réussit, quand la reconversion est réussie, souvent les agents qui reviennent de longue maladie vous disent, mais moi le retour au bureau, le retour au travail, eh bien ça fait partie de mon processus de guérison. C'est-à-dire que quand j'étais dans une situation difficile à l'hôpital, chez moi, extrêmement malade, sous traitement, en fait, l'idée de pouvoir un jour remettre un pied dans la collectivité territoriale, dans mon activité professionnelle, c'était pour moi le moment, le début de la fin du processus de guérison. Voilà. Donc c'est vraiment de belles histoires. Il y a des verbatims forts, hein, parce que j'ai vu, quand je reprends le travail, je revis. Quand même, c'est des... Ah oui, on est vraiment sur de l'humain. Et c'est aussi, là aussi, je crois, l'intérêt de cette étude. On n'est pas que sur des chiffres. On n'est pas que sur des politiques à mettre en œuvre. On n'est pas que sur un problème à gérer, si c'est immédiatement ce que l'on voit. On est sur de l'humain, vraiment de l'humain, à un moment difficile de la personne, à un moment délicat, dangereux, dit Jérôme, et donc lorsque ça fonctionne, eh bien c'est non seulement l'organisation, la collectivité territoriale, c'est non seulement le service public qui en est bénéficiaire, mais aussi la personne elle-même dans son rapport au travail, dans son rapport au l'autre, dans son rapport à sa propre histoire, dans sa propre pathologie. Et Christelle l'a dit, en fait, on a trop souvent l'idée du reclassement de la personne qui est victime d'un trouble musculo-squelettique. Et en fait, quand on regarde la temporalité, les premiers agents qu'il faut reclasser le plus vite, ce sont les agents d'accueil. C'est-à-dire plutôt exposés à des RPS. C'est-à-dire que le métier d'agent d'accueil est sans doute aujourd'hui dans notre société un des métiers les plus difficiles, les plus exposés. Et c'est eux qui ont la durée d'espérance dans le métier la plus courte. Donc voilà, ne dans l'anticipation, justement, il faut s'y pencher dès le départ. Oui, ne nous procurons pas que des métiers physiques qui certes vont être touchés, mais également il y a des métiers où on n'imagine pas, mais si les métiers d'accueil sont les métiers qui sont le plus vite exposés à une obligation de reconversion professionnelle. Je vois dans toutes les questions, alors peut-être plus pour Christelle Lagache, pourquoi la PPR ne permet-elle pas de reclasser l'agent dans sa filière d'origine? Alors peut-être que la question est un peu excessive, disons, parce que c'est pas systématiquement le cas, mais justement votre retour un peu d'expérience. Parce que souvent, l'inaptitude, elle est prononcée aux fonctions du cadre d'emploi de l'agent, ce qui d'ailleurs complique un peu les choses parfois, parce qu'on a des agents qui sont inaptes aux fonctions d'adjoint technique, mais on aurait des postes d'adjoint technique qui pourraient leur être proposés parce qu'ils sont moins physiques que ceux qu'ils occupaient précédemment. Ça rigidifie un peu le système mais bon, voilà, les décisions sont prises comme ça par le comité médical et on est contraint de trouver un reclassement en dehors du cadre d'emploi et de la filière. Ce qui est parfois un peu dommage. Alors, une question peut-être plus pour Jérôme Grelot. Le reclassement devrait aboutir obligatoirement par la proposition d'un poste. L'un ne devrait pas aller sans l'autre. Qu'en pensez-vous? Oui, ça serait bien. mais on sait bien que c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Donc il y a... Alors, proposition d'un poste, quand c'est au sein de la même collectivité, on pourrait éventuellement envisager, encore c'est compliqué, mais il y a plein de collectivités pour lesquelles la sortie du reclassement, c'est changer de collectivité. Dans les toutes petites communes, par exemple, il faut travailler sur le bassin d'emploi, quoi. Donc ça veut dire démarche de recrutement, entretien, enfin bon, voilà, je cherche un job, quoi. Enfin, je veux dire, en général, si c'est des petites collectivités, ils sont soutenus par les psychologues du travail, notamment les psychologues du travail du CDG, qui les accompagnent jusqu'au bout dans ce dispositif-là. Mais
voilà, c'est le marché du travail, il est aussi ce qu'il est, quoi. Enfin, je veux dire, donc il y a à faire avec cette réalité-là, et évidemment, c'est complexe. Et puis, il y a à faire avec une autre réalité, c'est de sécuriser l'intégration, quoi. Parce que c'est bien gentil aussi de trouver le poste, mais c'est long derrière, quoi. C'est des personnes qui ont... ok, il y a encore des traces quand même, quoi. Enfin, je veux dire, même si ce sont des belles histoires, comme vous dites, mais elles durent, les blessures durent longtemps. Et donc, ça nécessite un accompagnement tout à fait particulier, un accompagnement rapproché, quoi. Enfin, autant on accompagne quelqu'un dans un nouveau poste, mais j'ai envie de dire que ces personnes-là, tout ce qu'elles ont vécu, il faut les accompagner un peu plus que les autres, de manière beaucoup plus régulière, veiller à pas mettre la barre trop haut tout de suite, etc. Ce qui est assez compliqué quand on se retrouve, bing, un service administratif RH qui est sous l'eau. Je dis pas que le vôtre est sous l'eau, je ne sais pas, mais j'en connais beaucoup qui sont sous l'eau, et bing, il faut être que directement. Et vous imaginez un peu, après 3 ans, parfois 4 ans, 5 ans sans avoir bossé, etc. Et dans un autre boulot, j'ai changé de filière. Ça se fait pas comme ça. Vous voulez dire que même si dans le cas positif où une solution est trouvée, oui, il faut que l'accompagnement se poursuive. Sûr, parce qu'on peut avoir le réflexe de dire la solution est trouvée, hop, on arrête tout au suivant. Non, je schématise un peu, mais... C'est un problème pour la PPR. Je pense que devrait être intégré dans la PPR le principe d'une sécurisation de l'intégration. C'est-à-dire que parce que souvent ça s'arrête. Enfin, quand c'est le CDG par rapport à son contrat, bing, d'un seul coup, il y a le poste. Ok. Alors ils maintiennent le contact avec la personne parce que ce sont des professionnels, mais ça nécessiterait que un peu tous les mois au début, j'en sais rien, il y ait quelqu'un qui vient avec manager, l'équipe, l'agent, comment ça se passe. Vous voyez, faire un suivi comme ça. Qui assure l'intégration, parce que ça peut très très vite déraper, et bien on recommence après, hein. Et là c'est l'échec, et c'est double peine, triple peine, on en est même à la triple peine là. Par rapport à une des propositions de l'Observatoire, j'aurais bien voulu la réaction de Christelle Lagache sur effectivement sur cette durée, ce couperet d'un an. Vous me disiez aussi que dans certains cas il faudrait plus de temps, et au-delà du temps, plus de souplesse au dispositif. Et ça, vous retrouviez dans ce type de proposition par rapport à ce que vous pouvez voir concrètement. Oui, c'est vrai que le temps nécessaire est variable d'une situation à l'autre. Que quand on est ATSEM et que il faut se reconvertir vers un poste administratif, on apprend un nouveau métier, et ça peut pas se faire en 15 jours. Voilà, il faut acquérir de nouvelles compétences, il faut les mettre en œuvre dans le service, et ça peut prendre plus de temps, effectivement. Et puis, ce sont des gens qui sont fragiles, qui sont aussi susceptibles d'être à nouveau arrêtés pendant la période de PPR. Alors, ça recule d'autant la fin de la PPR, mais oui, il faut parfois un peu plus de temps pour certaines personnes, et un an, ça peut parfois être court. Comme ça peut parfois être long, hein. On a eu l'exemple d'un agent, une ATSEM qui s'est reconvertie sur l'animation, et ça a été beaucoup plus rapide, et tant mieux, mais ça peut être parfois court, oui. Oui, parce qu'il faut apprendre un nouveau métier. Bien sûr. On revient à cette idée de souplesse, qu'effectivement, que voilà, chaque personne, cette situation est différente, et que, alors, je comprends que ça soit compliqué de faire du sur-mesure à chaque fois, mais de s'en approcher dans la mesure du possible. Il y a non seulement le temps du cheminement, mais il y a aussi tous les aléas. C'est-à-dire que, ok, je dois faire telle formation, mais est-ce que c'est disponible à ce moment-là? Enfin, je fais un stage d'immersion, mais j'avais envie de faire ça, mais finalement, ça ne me plaît pas du tout. Donc, il faut que je refasse un autre stage d'immersion. Enfin, vous voyez, bon, bref, il y a plein d'éléments qui militent pour de la souplesse dans cette affaire. Alors, le temps, c'est horrible, comme je dis souvent, le temps passe trop vite, il est déjà midi, mais on va peut-être prendre une dernière question. Désolé à tous ceux qui ont posé des questions, on n'a pas répondu. C'est vrai, je reconnais que certaines questions, des fois, sont trop précises. Alors, moi, je leur conseille d'aller sur l'étude. Il y a une question sur comment se procurer, même si vous l'avez dit, sur le site. Et effectivement, on peut pas répondre à tout, mais sur d'autres questions qu'on aurait pu prendre, bon, il aurait fallu qu'on fasse 2 heures. Bon, c'est trop long. Parce qu'il y a une question, bon, qui comment obliger
déjà ça commence mal, j'ai envie de dire, mais comment obliger les collectivités à définir ces plans de reconversion, de cibler des métiers? Y a-t-il une obligation légale? Au-delà de la question en tant que telle, je trouve que c'est bien la problématique de justement où faut-il poser le curseur, disons, entre la souplesse, l'obligation. Il y a une part de normatif qui et il en est faut. obligatoire, et il en faut. Ça assure une certaine égalité, une certaine équité, traitement. Et puis, on l'a vu, enfin j'espère qu'on l'a montré durant cette heure, il y a après du concret, des hommes et des femmes, des métiers, des collectivités territoriales. Et donc il faut essayer d'allier les deux. C'est pas toujours très simple. On a un État qui est très administré en France, peut-être un des plus administrés, parce qu'il a cette passion pour l'égalité quelque part, et de notre côté, là, on est sur des cas individuels, donc il faut de la souplesse, donc un peu des deux. Mes collègues ont sans doute leur point de vue, mais on pourra pas se passer d'une évolution normative, et l'étude l'appelle de ses vœux, notamment on a beaucoup parlé de la PPR, et de notre côté, il faut aussi que cette évolution normative, elle ne soit pas sclérosante, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas trop fermée, mais qu'elle laisse aux acteurs locaux de pouvoir développer l'intelligence des situations et de pouvoir donc s'adapter métier par métier, collectivité par collectivité, agent avec son vécu par agent. En tout cas, c'est moi la conclusion à laquelle j'arrive à l'issue de cette heure, et puis après avoir travaillé cette étude. Je sais pas si vous voulez une petite réaction sur la question, vous vous retrouvez dans ce qu'a dit Laurent Bezosi. Alors du coup, allez, une petite dernière sur formation. C'est vrai qu'on a parlé plus de l'immersion, et peu de la formation. Là, voilà, question un peu précise. Y a-t-il des montants de référence sur le budget formation pendant la PPR? Mais au-delà de ça, la même personne pose la question, besoin d'ouvrir des possibilités d'accès à des formations de qualité, donc plus coûteuses. Bon, au-delà du coût, c'est de trouver les formations adaptées. Ça me fait penser à ce que vous m'aviez dit, Christelle Lagache, que justement par rapport aux situations que vous aviez pour pas les nommer, dans le catalogue du CNFPT, vous aviez pas trouvé quelque chose d'adapté, que si j'avais bien compris, même c'est quelque chose que vous avez développé en interne. Parce que cet aspect de la formation est super important aussi. Si, il y a des formations qui sont adaptées au CNFPT. Après, encore faut-il qu'elles soient... Non, mais je voulais pas dire qu'elles étaient... C'était pas le bon terme. Mais je voulais dire peut-être dans le cas spécifique d'un ou deux agents... La difficulté, c'est d'avoir accès à ces formations, parce qu'il n'y a pas toujours, même si les agents en PPR sont prioritaires, les places sont pas toujours disponibles. Donc nous, on a la chance, nous, d'avoir en interne une cyberbase qui peut proposer des formations bureautiques, parce que c'est quand même le cœur du sujet souvent sur les reconversions, des formations bureautiques à nos agents, et donc on travaille beaucoup sur cet aspect-là. Mais oui, la formation, c'est l'accès à la formation, c'est un sujet, et avoir les moyens d'envoyer nos agents en formation quand le CNFPT n'a pas les moyens de répondre aux attentes, oui. Le temps où on en prend une petite dernière, Laurent, non? Plaisir, je sais pas. Parce qu'effectivement on est dépassé, mais c'est vrai que je suis un peu frustré de pas en avoir pu prendre. Oui, c'est vrai qu'on l'a peu abordé. Comment vous estimez que les petites collectivités doivent gérer les PPR? C'est vrai que on a peu parlé de leur situation. Jérôme Grelot, vous avez dit un mot, que c'était notamment sur le poste après, c'est d'autant plus compliqué pour elles. Et au-delà de ça, même elles sont pas staffées, si je puis dire. Donc le rôle très important du centre de gestion. Alors évidemment, il y a des différences d'un centre de gestion à l'autre. On voit des centres de gestion où il y a quand même des choses quand même très 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 efficaces qui sont mises en place. Peut-être un mot justement sur la situation des petites collectivités. Dans les témoignages de l'étude, c'était il y avait un peu de tout, j'imagine, comme type de collectivité, mais est-ce qu'il y avait des choses de plus petites? Oui.
interviewé 3-4 personnes qui étaient vraiment dans des toutes petites collectivités et où donc là l'action était portée essentiellement par le CDG de manière extrêmement forte. Donc là il y a une surprésence du CDG dans l'affaire et qui tient un rôle alors là, absolument central. Mais quand je dis le CDG, c'est à la fois tous les gens qui gravitent aussi autour de ça et qui accompagnent la personne. Après la difficulté c'est effectivement pour le reclassement ou reconversion, c'est pour trouver le poste extérieur. Voilà, donc c'est une mobilité sur une autre collectivité, avec des fois des effets quand même. Ce qui est important dans les petits territoires, c'est justement de pouvoir créer une sorte d'esprit de coopération d'une certaine façon entre les collectivités pour pouvoir élargir le gâteau d'une certaine façon et permettre un peu comme ça redonner de la souplesse qui est impossible évidemment dans les toutes petites collectivités où là il n'y a aucune marge de manœuvre possible. Donc et ça peut être aussi bien sûr exactement. J'ai eu un cas où c'était un passage comme ça dans une Comcom et c'était intéressant. Donc là ça demande une dynamique collective à une autre échelle, notamment pour trouver les postes. Mais après, il y a l'action du CDG qui est vraiment extrêmement forte et absolument centrale, déterminante. Là, bon, j'ai été gourmand, j'en ai pris une de plus, mais il va falloir qu'on s'arrête. On a pas mal dépassé. En tout cas, vraiment un grand merci à vous trois. Merci. Désolé aux personnes qui ont posé des questions, on n'a pas pu répondre, mais bon, malheureusement c'est un peu le jeu. Peut-être juste rappeler l'étude. Donc, vous pouvez dès à présent donc la commander, comme ça vous serez les premiers à la recevoir sur le site donc de l'Observatoire MNT. Vous tapez ça sur Google, notre moteur de recherche. C'est sur le site de la MNT. Sur le site de la MNT, vous rentrez vos coordonnées, adresse postale. On vous enverra l'étude dès qu'elle arrive, normalement tout début janvier. Et puis peut-être faire un peu de teasing la prochaine étude. Puisqu'en fait, l'Observatoire est systématiquement en situation de travail. Et donc, c'est l'étude que l'on mène avec nos collègues de l'Association des administrateurs territoriaux de France et de l'INET. Et elle a un thème extrêmement d'actualité qu'on a commencé à travailler un peu aux ETS, puisque c'est l'impact donc du changement climatique sur nos métiers et sur les méthodes de management dans les collectivités territoriales. Voilà, l'étude sera donc est en cours là de réalisation et elle sera présentée au congrès de la ATF en juin-juillet de l'année prochaine. Merci. Très beau sujet. C'est vrai c'est une thématique qu'on a beaucoup abordée lors des derniers ETS. Donc, comme d'habitude, le lien pour le replay de cette webconférence, vous le recevrez par mail dans la journée. Cette webconférence sera aussi disponible en ligne sur le site de VK. Merci beaucoup à la MNT pour ce partenariat sur cette webconférence. Et je tiens, comme d'habitude aussi, à remercier à la régie Cynthia Nguyen et Alicia Cousin, sans lesquels rien ne serait possible. Donc, un grand merci à vous. Bon, c'est peut-être un peu tôt, mais bon, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et encore merci à vous trois. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir.